Aujourd'hui, je vous invite à partager des histoires qui vont faire le tour du monde. Ces histoires vont nous parler de la terre où on marche, de la terre qu'on habite. Elles vont nous parler de l'air qu'on respire, du vent qui souffle. Elles vont nous parler de l'eau qui coule et de l'eau pour boire. Et elles vont nous parler du feu sacré, du feu qui nous aide à cuire notre nourriture, mais du feu qui sert aussi à construire tous les outils et tout ce qui nous entoure. Pour démarrer notre voyage, je vais vous parler de la terre. Il était une fois une chèvre tranquillement installée dans son pré. Elle se reposait sous un arbre quand soudain, elle a vu sortir du bois à côté du champ un loup qui s'est approché. Elle a eu peur, prête à se bagarrer, prête à faire jouer ses cornes pour se battre contre le loup. Mais le loup lui a dit « Oh, n'ayez pas peur, madame la chèvre, je ne suis pas là pour vous manger, mais je suis là pour vous demander un renseignement. » Un renseignement? Mais quoi donc? Eh bien voilà, je suis un loup bien maigre et bien fatigué. Et chaque hiver, quand le froid arrive, je suis dans la forêt, j'erre comme une âme en peine, j'ai froid, j'ai faim. J'aimerais bien cet hiver, eh bien, partir en vacances dans un pays où il fait chaud. Oh, c'est une bonne idée ça. Oui, mais comment faire? J'ai besoin d'argent pour partir en vacances. Comment faire pour gagner un peu d'argent? Alors la chèvre a réfléchi, elle lui a dit, vous savez, le champ qui est là autour de vous m'appartient. Si vous voulez, on peut le cultiver, on peut y planter des légumes. Et ensuite, on partagera la récolte et ainsi vous pourrez gagner de l'argent. Oh, quelle bonne idée! Mettons-nous tout de suite au travail. Et c'est ce que la chèvre et le loup ont fait. Ils ont bêché la terre, ils ont préparé la terre, puis la chèvre est allée chercher tous les légumes qu'il faut pour faire un grand potager. Et là, le loup a posé la question, oui, ça c'est une bonne idée, mais comment allons-nous partager la récolte? Eh bien, on va peut-être, tout ce qui pousse au-dessus de la terre sera pour moi. Et tout ce qui pousse en dessous de la terre sera pour vous. Ah, c'est une bonne idée. Et puis le loup a réfléchi. Je crois que cette chèvre essaye de me doubler. Elle essaye de me gruger. Non, non, non. Moi, je prendrai tout ce qui est sous la terre et vous prendrez tout ce qui pousse sur la terre. Bon, d'accord, a dit la chèvre. Pas de problème. Et elle est allée chercher des pommes de terre, des vieilles pommes de terre germées. Et elle les a plantées dans le champ. Puis, elle est allée chercher des vieux oignons, tout germés, et elle a planté une grande rangée d'oignons. Puis, elle a planté aussi des navets et des radis. Et pendant toute la belle saison, le loup et la chèvre se sont occupés de leur grand jardin potager. Et à la fin de l'été, les pommes de terre avaient poussé, les oignons avaient poussé, les navets avaient poussé, les radis avaient poussé. Il est temps de faire la récolte. Et la chèvre a récolté toutes les pommes de terre, en laissant bien sûr les feuilles. Puis elle a récolté tous les oignons, en laissant bien sûr les feuilles. Puis elle a récolté les radis et les navets. Elle avait donc récolté tout ce qui était sous la terre. Et que restait-il au loup, d'après vous? Le haut, oui, mais qu'est-ce que c'est le haut? Les feuilles, feuilles de pommes de terre, feuilles de radis, feuilles de navets, petites tiges d'oignons. Et est-ce que ça se mange tout ça?
Pas vraiment, hein, ça ne se mange pas. Et puis ça sèche très vite. Alors, le loup a dit, mais enfin, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Eh bien, allez donc essayer de les vendre au marché. Et la chèvre a fait des provisions pour tout l'hiver. Et le loup au marché, est-ce qu'il a vendu quelque chose? Rien du tout. Il n'a pas gagné un sou. Oh, vous aurez plus de chance l'année prochaine. Allez, au revoir, monsieur le loup. Et le loup a passé tout l'hiver dans sa tanière froide et humide. Il a eu faim, il a eu froid. Et au printemps suivant, il est revenu trouver la chèvre, toujours aussi maigre. Madame la chèvre, est-ce que cette année, nous allons encore faire un petit potager et partager la récolte? Bien sûr, pas de problème. Mais cette fois-ci, je ne me laisserai pas avoir. Je prendrai tout ce qui pousse sous la terre. Et vous, vous prendrez tout ce qui pousse au-dessus de la terre. La chèvre a dit, pas de problème. Et elle a planté du maïs, elle a planté des haricots verts et elle a planté des salades. Et pendant tout l'été, ils se sont occupés de leur jardin. À la fin de l'été, la récolte est arrivée. La chèvre a ramassé des grands épis de maïs et puis elle a ramassé plein de haricots verts et elle a ramassé de belles salades. Et elle a laissé au loup les racines de maïs, toutes sèches, les racines de haricots verts, toutes sèches, et les petits trognons de salade. Mais enfin, ah, c'est vous qui avez voulu, monsieur le loup. Moi, j'ai fait ma part du marché. Et le loup est allé au marché vendre des feuilles de maïs sèches, des feuilles de haricots verts fanées. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? De la salade, des petits trognons de salade. Et est-ce qu'il a gagné de l'argent? Rien du tout, pas un sou, parce que les gens n'ont pas voulu de ce qu'il avait à vendre. Je n'ai vraiment pas de chance, et non, peut-être l'année prochaine. Allez, adieu, monsieur le loup, et bon hiver. Et la chèvre, bien sûr, elle a fait des provisions pour tout l'hiver. Et au printemps suivant, la chèvre a attendu le loup. Mais le loup n'est pas revenu. Parce que le loup, qui n'y connaissait rien du tout en botanique, eh bien le loup, il est resté chez lui, il s'est dit c'est pas la peine. Chaque année, je n'ai rien à vendre. Parce que si le loup s'était un petit peu renseigné, s'il avait un petit peu cherché comment poussent les légumes, est-ce qu'il n'aurait pas eu une meilleure récolte? Eh oui, voilà ce qui arrive quand on n'y connaît rien en botanique. À présent, nous allons parler du vent qui souffle, de l'air que l'on respire, indispensable à la vie. Peut-on vivre sans air? Impossible, impossible. Je vous emmène dans la ville de Nyons. Nyons, c'est au cœur de la Provence. Il y a fort longtemps, la ville de Nyons était déjà très connue pour ses belles olives. Est-ce que vous aimez les olives? Oui, non, vertes ou noires? Noires? Personne n'aime les olives vertes? C'est bon les olives vertes, mais surtout avec les champs d'oliviers autour de la ville de Nyons, on faisait la meilleure des huiles d'olive. Elle était célèbre dans tout le pays. Mais dans la ville de Nyons, l'été, il fait très très chaud. Une chaleur épouvantable, tellement chaud qu'au cœur de l'été, à partir de midi, les gens ne peuvent plus sortir. Ils sont terrés chez eux pour essayer de trouver un peu de fraîcheur. Et dans cette ville habite Césaire. Césaire, tout le monde le connaît.
Césaire est un homme sage, est un homme à qui on vient demander quand on a une question, quand on a un conseil. Eh bien, c'est lui qui aide. Et ce jour-là, Césaire avait tellement chaud qu'il a dit, bon, aujourd'hui, il faut absolument que je trouve une solution pour apporter du vent dans la ville de Nyons. Je vais aller dans la montagne. Dans la montagne à côté de la ville se trouvent les grandes montagnes de calcaire aux falaises blanches, éclatantes de soleil. Et là, je vais essayer de trouver du vent. Et ce vent, je le rapporterai à la ville. Dites-moi, est-ce qu'on peut capturer du vent? C'est pas possible. Alors, mais Césaire est parti quand même. Il s'est dit, je vais y arriver, je vais trouver une solution. Et il a marché. Il a marché longtemps sur les chemins de cailloux et de poussière, en plein soleil. Longtemps, longtemps, toute la journée. Enfin, il s'est reposé au pied d'un arbre, parce qu'il avait eu très chaud. Il a fait une petite sieste. Et il a été réveillé. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Un petit vent frais qui lui caressait les joues. C'était bon, c'était doux. Mais d'où vient ce vent? C'est ce vent-là qu'il nous faut dans la ville de Nyons pour nous rafraîchir. Alors il a suivi le vent frais. Il a suivi. Hé, ça sortait d'un trou dans le rocher. C'est de là que vient le vent. Mais je vais le capturer. Mais comment faire? Comment faire? Alors, il a fouillé dans sa besace, et dans sa besace, là, il y avait un gant, un vieux gant, qui était resté au fond. Alors, il a pris le gant, là, il l'a mis en face du trou d'où sortait le vent. Et hop, il a capturé le vent dans le gant. Il a fait un nœud, et le vent était à l'intérieur, mais le vent était là, se débattait dans le gant. Le vent n'aime pas être prisonnier. Et il a dit, ha ha, je te tiens, tu es prisonnier. À présent, je retourne à la ville de Nyons apporter du bon vent frais. Et il a repris le chemin en sens inverse. Mais sur le chemin, il a rencontré un paysan qui rentrait chez lui sur sa charrette. « Hé, mon ami Césaire, où vas-tu comme ça? Je rentre à la ville de Nyons. Mais qu'est-ce que tu as dans ton gant qui gigote comme ça? C'est du vent. J'ai capturé le vent, un bon petit vent frais que je ramène à la ville. Tu as ramassé du vent, mais c'est pas possible. Enfin, tu as trop marché au soleil. Le soleil t'a tapé sur la tête. Rentre vite te mettre à la fraîcheur. Du vent dans un gant, n'importe quoi. Vous y croyez, vous? Au vent dans le gant? Ah ben moi, j'y crois pas. Hein. Allez, rentre vite à la ville. Et le paysan est rentré chez lui. Et Césaire a continué son chemin sur le sentier de pierre, de cailloux, de poussière. Quand il a rencontré un cavalier sur son cheval. « Hé, mon ami Césaire, où vas-tu comme ça? Mais qu'est-ce que tu as à la main là qui gigote? C'est un gant. Et dans ce gant, qu'est-ce qu'il y a dans ce gant? Eh bien, il y a du vent, le vent que je rapporte à la ville de Nyons pour nous rafraîchir. Du vent dans un gant. C'est possible ça? Vous y croyez, vous? Oui. Mais enfin, c'est pas possible. Le soleil, à vous aussi, vous a tapé sur la tête. Hein. Non, 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 c'est pas possible. Allez, rentre vite te mettre à l'ombre. Allez, adieu, Césaire. Et il est parti. Et Césaire a continué son chemin. Et enfin, il est arrivé à la ville. J'ai du vent dans mon gant, du bon vent bien frais. Enfin, nous n'aurons plus jamais chaud. Alors les habitants sont sortis de chez eux. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, Césaire? Que j'ai du vent dans mon gant. Du vent dans un gant. Mais enfin, tu as trop marché au soleil. Le soleil t'a tapé sur la tête. Dites-moi, vous y croyez, vous? Oui, mais vous aussi, le soleil vous a tapé sur la tête. Il faut aller vous baigner dans la fontaine bien fraîche.
allez, allez, Césaire, va te baigner la tête dans l'eau fraîche, parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas capturer le vent. Mais je vous dis que si, mais non, mais si, mais non, mais si. Ah, puisque c'est comme ça. Eh bien, Césaire a pris le gant et il l'a frappé contre la fontaine. Et le vent, furieux, le vent s'est échappé. Un vent furieux, un vent puissant qui a fait s'envoler tous les chapeaux des messieurs, qui a soulevé les jupes des filles. On a même vu leurs culottes. Ah, ah là là, puisque c'est comme ça, vas-y vent, échappe-toi. Et le vent a couru, couru dans les rues de la ville. Et tout le monde a ouvert les volets. Ah, mais quelle est cette fraîcheur? Mais d'où vient-elle? Et le vent a parcouru toute la ville. Et depuis ce jour-là, eh bien, le vent souffle dans la ville de Nyons le soir au coucher du soleil. Et ce bon vent frais, eh bien, Césaire lui a donné un nom. Il l'a appelé le Pontias. Et si un jour, vous aussi, vous allez visiter la ville de Nyons, eh bien, demandez qu'on vous raconte l'histoire de Césaire et du vent dans le gant. Et vous verrez que je ne vous ai pas raconté d'histoire. Après le vent, eh bien, il y a quelque chose de très important dont nous avons besoin tous les jours, l'eau. Indispensable à la vie. Sans eau, nous ne pouvons pas boire. Et si nous ne pouvons pas boire, nous allons mourir. Et les plantes ont-elles besoin d'eau? Et les arbres? Et les fleurs? Et les légumes? Et les fruits? Tout ça, on a tous besoin d'eau. Et pour ce voyage-là, je vous conduis jusqu'en Afrique. En Afrique, où il fait très très chaud, dans un petit village au milieu de la savane. Dans ce petit village habite un petit garçon qui s'appelle Abou. Abou, il a remarqué quelque chose d'étrange. C'est que régulièrement, un oiseau mystérieux vient chanter dans les arbres à côté du village. Cet oiseau, il a un chant très triste, un chant qui fait et il s'envole. Et le lendemain, mais alors chaque fois, il pleut. Le lendemain, il pleut. Il pleut sur le village. Il pleut sur les cultures. Alors Abou, il est intrigué. Il se demande pourquoi. Alors il est allé voir son père. Il est allé voir son père pour lui demander « Dis donc papa, j'aimerais bien savoir pourquoi chaque fois que ce petit oiseau bleu qui chante si tristement vient au village et chante, le lendemain il pleut. C'est normal, lui a répondu son père. On l'appelle l'oiseau de pluie. C'est lui qui apporte la pluie. Oh, mais dis donc, si on le capturait, on pourrait le faire chanter et il pourrait pleuvoir quand on en a envie, quand on en a besoin. Ouh, mais déjà, on ne peut pas le capturer. Et puis, on ne commande pas à la nature. C'est elle qui décide. C'est nous qui devons nous adapter à la nature. Mais Abou n'est pas satisfait de cette réponse. Alors, il est allé demander à son grand-père. « Dis, grand-père, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut capturer l'oiseau de pluie pour le faire chanter et faire venir la pluie quand on veut ?» Le grand-père a dit « Mais non, ce n'est pas possible. Enfin, d'abord, on n'arrive pas à le capturer. Et ensuite, on ne peut pas commander à la nature. C'est elle qui décide. Nous devons, nous, les hommes, nous adapter. » Mais Abou,
il n'est pas satisfait de cette réponse. Ça ne lui convient pas. Alors il se dit, moi, demain, je vais aller dans la forêt et je vais essayer de trouver cet oiseau de pluie. Je le capturerai et je le rapporterai au village. Et je le ferai chanter. Et il pleuvra quand je le décide. Alors il est parti dans la forêt. Il est parti, il a cherché. Il a cherché partout, dans les buissons, en haut des arbres. Et il a marché, marché, marché longtemps, longtemps. Oh, il était fatigué. Au milieu de la forêt, il s'est assis au pied d'un arbre. Et là, dans l'arbre, il y avait un singe. Et le singe a vu le petit garçon, il lui a dit, dis donc, qu'est-ce que tu fais là, si loin de ton village? Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche l'oiseau de pluie. J'aimerais tellement le rapporter au village. Ah, tu cherches l'oiseau de pluie? Ah, ça c'est une bonne idée. Enfin quelque chose. Il se passe quelque chose de nouveau dans ce village. Eh bien, si tu veux, je viens t'aider. Ah d'accord, nous serons deux à chercher. Nous aurons 2 fois plus de chances de trouver l'oiseau de pluie. Et ils ont cherché, fouillé partout dans les arbres. Le singe a grimpé, mais rien du tout. En fin d'après-midi, ils se sont arrêtés pour se reposer. Et dans un arbre, il y avait un perroquet. Et le perroquet, « Hé, que faites-vous là? Ben, nous cherchons l'oiseau de pluie. Tu ne l'aurais pas vu par hasard? L'oiseau de pluie? Ah, celui-là, je le déteste. Et pourquoi tu le détestes? Ben parce que chaque fois qu'il vient, qu'il chante, il pleut. Et après, moi, je suis tout mouillé. J'ai les plumes toutes mouillées. Je déteste l'oiseau de pluie. Et que voulez-vous faire avec? Eh bien, on voudrait le capturer. Ouh, ça c'est une bonne idée. Je viens vous aider. Et maintenant, ils étaient 3 à chercher l'oiseau de pluie. Et puis, le perroquet a eu une idée. Hé, mais moi, je peux imiter le chant de l'oiseau de pluie. Peut-être que je peux l'attirer. Alors, le perroquet s'est installé en haut d'un arbre et il a imité le chant de l'oiseau de pluie. Vous vous rappelez comment ça fait le chant? Pluie, 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 pluie. Allez, aidez-moi, on l'appelle. Pluie, 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 pluie. Et on a entendu. Ça y est, il est là. Vite, préparez un piège. Pluie, 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 pluie. Et l'oiseau de pluie, croyant que c'était un autre oiseau de pluie, a suivi le perroquet. Et à ce moment-là, Abou a sorti hop, un piège et il a attrapé l'oiseau de pluie. Ah ah! Je te tiens! Enfin te voilà! Ah, merci les amis de m'avoir aidé à capturer l'oiseau de pluie. Merci. À présent, je rentre au village. Et Abou est rentré au village. On a installé l'oiseau de pluie dans une grande cage au milieu de la place du village. Et Abou a crié « J'ai trouvé, j'ai capturé l'oiseau de pluie, j'ai capturé l'oiseau de pluie !» Alors tout le monde est venu voir oh, « L'oiseau de pluie est là, on l'a capturé, oh là là, oh, comme il est beau !» Et tout le monde regardait ce magnifique oiseau. Et maintenant, nous allons lui demander de chanter. Chante, bel oiseau. Et l'oiseau est resté muet. C'est parce qu'il est timide. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde autour de lui. Et puis peut-être parce qu'on ne lui a pas demandé gentiment. Chante, bel oiseau, s'il te plaît. Et l'oiseau est resté muet, bec fermé. Alors là, je vais avoir besoin du public pour m'aider à faire chanter l'oiseau. Vous allez lui demander de chanter avec moi.
chante, bel oiseau. À vous, chante, bel oiseau. Un peu plus fort, il n'entend pas l'oiseau. Et l'oiseau est resté muet. Alors là, les gens se sont dit, il n'est pas timide. Hein. Peut-être qu'il est sourd. Alors ils ont chanté, ils ont demandé plus fort. À vous. Ah non, ça c'est pas assez fort. Hein. Je suis sûre que vous pouvez demander beaucoup plus fort. Mais il n'a rien entendu. Allez-y, n'ayez pas peur. Ah, ça commence à être beaucoup mieux. Chante, bel oiseau. Rien du tout. Alors là, les gens ont dit, oh là là, il ne veut pas chanter, il est capricieux, nous on s'en va. Et tout le monde est parti. Et Abou est resté tout seul avec son oiseau au milieu de la place du village. Il n'a pas voulu chanter, ni le lendemain, ni le surlendemain, ni la semaine d'après. Pendant un mois, il lui a demandé de chanter. Rien. L'oiseau était dans sa cage et ne voulait pas chanter. Il ne voulait pas manger, il ne voulait pas boire. Mais il se passait quelque chose de terrible. Comme l'oiseau ne chantait plus, la pluie ne tombait plus. Et quand la pluie ne tombe plus, il n'y a plus d'eau. Plus d'eau pour arroser les jardins, plus d'eau dans le puits pour boire, plus d'eau à la rivière. Et la sécheresse s'est installée. Une sécheresse terrible. Ils allaient tous mourir de faim, puisqu'il ne pleuvait plus. L'oiseau était toujours là, au pied de l'arbre, dans sa cage, qui ne voulait pas chanter. Alors Abou a senti que là, il avait fait une grosse bêtise. Alors il est allé trouver son grand-père. Grand-père, grand-père, j'ai capturé l'oiseau. Je lui ai demandé de chanter, il ne chante pas. C'est la sécheresse, c'est de ma faute. Qu'est-ce que je peux faire? Alors le grand-père a dit, tu vois là, ma maison, ma case, à côté de ma case, il y a une petite maison dans laquelle je mets toutes mes provisions. Il n'y a pas de fenêtre, il y a juste une petite porte. Entre dans mon grenier. Alors Abou est entré dans le grenier des provisions. Il y faisait tout noir. Et le grand-père a dit, ferme la porte. Alors Abou a fermé la porte. Et que vois-tu? Ben, je ne vois plus rien. Je suis dans le noir. C'est bien. Maintenant, chante, danse, amuse-toi. Ben, je n'ai pas envie de chanter. Je n'ai pas envie de danser. Mais si, vas-y, chante, danse. Mais j'ai pas envie, j'ai peur dans le noir. Ah, alors, tu as compris pourquoi ton oiseau ne chante pas? C'est parce qu'il est prisonnier. Oui, grand-père, merci, j'ai compris la leçon. Et Abou est retourné voir l'oiseau. Il lui a ouvert la cage et il a dit « Pardon, bel oiseau, pardon de t'avoir privé de liberté. À présent, tu peux t'en aller. » Et l'oiseau est reparti. Il a grimpé tout en haut de l'arbre. Et là, il a lancé son chant. Pluie, 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 pluie. Et il est parti. Et le lendemain, sur le village, la pluie s'est mise à tomber. Une bonne pluie douce, fine, qui pénètre bien dans la terre, qui arrose le jardin, qui fait courir les rivières, qui remplit le puits. Enfin, la pluie était revenue. Pour terminer notre voyage, il nous manque encore un élément important pour la vie. Le feu. On a vu la terre, on a vu l'air, on a vu l'eau, le feu. Et cette histoire se passe il y a très longtemps, à l'époque de la préhistoire.
cette époque-là, les hommes, les femmes, les enfants vivaient encore dans des grottes. Ils étaient habillés de peau de bête et ils ne connaissaient pas encore le feu. Oh oui, ils l'avaient vu. Ils l'avaient vu quand parfois l'orage gronde et que la foudre tombe et enflamme la forêt. Oui, ils avaient vu le feu, ils savaient ce que c'était. Mais tu as raison, ils ne savaient pas comment faire le feu. Ils auraient bien aimé capturer le feu, mais comment faire pour capturer le feu? Alors un jour, qu'il pleuvait très très fort, un orage terrible, les hommes, les femmes, les enfants étaient dans la caverne et ils regardaient la pluie qui tombait, ils étaient serrés les uns contre les autres pour avoir plus chaud. Quand soudain, l'orage, l'éclair, et la foudre est tombée sur un arbre, pile en face de la caverne. Et l'arbre a pris feu. Le feu, le feu, le feu était là. Et il y a un petit garçon qui a dit « Je m'en vais, je vais capturer le feu. N'y va pas, dit sa maman, c'est trop dangereux, n'y va pas. Si, j'y vais. » Et le petit garçon a couru, il a couru. Et là, l'arbre en feu, une branche en feu est tombée. Et le petit garçon a attrapé la branche en feu. Il a couru, ça faisait mal, très mal dans ses mains, ça brûlait. Il a couru. Pendant ce temps-là, les hommes avaient préparé avec des cailloux et du bois sec et ils ont jeté la branche enflammée sur le bois sec. Et que s'est-il passé? Le feu a pris. Le feu! Nous avons capturé le feu! À présent, il faudra tout faire pour qu'il ne meure jamais, pour qu'il soit toujours vivant. Nous rajouterons du bois. Mais le petit garçon est parti dans le fond de la grotte. Il est parti et là, il s'est mis à pleurer très très fort. Il avait mal. Alors sa mère l'a rejoint et lui a dit « Mon garçon, que se passe-t-il » ?»« Maman, j'ai mal, j'ai très mal, mes mains me font mal. » Et quand la maman a ouvert les mains du petit garçon, eh bien, elle s'est aperçue qu'elles étaient toutes brûlées. Alors, elle est allée chercher du miel sauvage qu'ils avaient récolté dans des outres faites en peau de bête. Et avec des herbes qui calment, des feuilles, elle a fait un pansement sur les 2 mains de son petit garçon. Et ainsi, chaque jour, elle a soigné les mains de son garçon. Et son garçon a guéri. Ses mains ont guéri, mais à l'intérieur sont restées des cicatrices. Des cicatrices que, regardez l'intérieur de vos mains. Eh bien, vous aussi, vous avez les cicatrices de notre ancêtre, qui un jour, en capturant le feu, s'est brûlé les mains. Vous les voyez, ces petites lignes dans les 2 mains? Eh bien, c'est la cicatrice du feu. Un jour, notre ancêtre a capturé le feu avec ses mains nues. Et c'est grâce à lui qu'ils ont pu dompter le feu. Et que le feu est arrivé jusqu'à nous. Et voilà, notre voyage autour de la Terre s'arrête là. Nous avons fait le tour de la Terre, du vent, de l'eau et du feu. Et les histoires s'arrêtent là pour cette année, parce que je vous donne rendez-vous à la rentrée. Et je vous souhaite à tous de bonnes vacances.